Chers confrères, chères consoeurs, bonjour. Le protocole ayant déjà été fait et les travaux de ce colloque étant déjà bien avancés, je tiens juste à remercier Maître Jimmy et toute son équipe du Club OADAC Guadeloupe de m'avoir invité à participer à ces travaux. Et bien sûr, des salutations toutes particulières pour les confrères de l'association de l'ICH en Martinique. Le cabinet signature que je dirige depuis 2010 est fier de contribuer à son niveau au projet OADAC et souhaite s'engager à long terme dans un partenariat étroit. En tant que juriste et en tant qu'expert, je vous parlerai aujourd'hui des facteurs de la valeur des biens immobiliers dans les économies insulaires. Comme je m'exprime aujourd'hui devant une grande majorité de confrères juristes, nous allons repasser très rapidement les concepts qui constituent les piliers de la valeur. Ces aspects sont élémentaires, mais comme les fondations d'une maison, c'est sur eux que repose tout le reste. Pour parler du contexte général, de manière universelle, et ce, quel que soit le contexte juridique, les notions de droit réel et relatif, d'usus, de fructus et d'abusus, définissent largement le comportement humain vis-à-vis de la notion de possession d'objets. On n'a rien inventé depuis. En ce qui concerne l'immobilier, le marché de ce type de biens, en fait, se définit par des notions d'offre et de demande, bien entendu, mais pas uniquement. C'est ce que nous verrons un petit peu plus loin. Ce marché se distingue donc par des biens immobiles dont il est impossible de délocaliser la production et qu'il est impossible de stocker pour des raisons de risque matériel et juridique. On distingue le sol de l'ouvrage et selon le marché, l'un ou plusieurs de ces composantes peuvent peser plus ou moins dans la balance avec laquelle on va déterminer une valeur. La valeur vénale, qui intéresse particulièrement les experts, consiste à évaluer à un instant T la quantité de monnaie M qui peut être raisonnablement échangée contre un bien précis. Il faut bien sûr le distinguer du prix, qui est le montant et les conditions auxquelles sont parvenues deux personnes, selon des facteurs économiques, juridiques, mais aussi d'opportunité, de la valeur, et qui est le prix hypothétique auquel des acteurs libres, donc non contraints, peuvent s'échanger un bien dans des conditions normales. La relativité dans l'espace comme dans le temps de tous ces facteurs nourrissent des écarts types et la difficulté, finalement, à prendre en compte l'ensemble des paramètres. Là aussi, je reviendrai un petit peu plus loin sur ces aspects. Petite anecdote, lundi dernier, un banquier du Crédit Mutuel me disait qu'il ne pouvait pas concevoir qu'une villa de type F5 en Martinique coûte le même prix, voire un peu plus cher que certains châteaux du sud de la France. Je ferai de ce cas, pour le moins surprenant, je dois le dire, le fil rouge de cette présentation. Vous l'avez compris, il existe de nombreux concepts de valeur qui accordent un poids déterminant à certains facteurs plutôt qu'à d'autres. Je vais lister les facteurs dans le développement de mon propos, mais il faut prendre en compte le fait que toutes les catégories de ces facteurs de valeur sont essentiellement subjectifs. En termes de méthodologie professionnelle, et si l'on fait abstraction de la valeur locative, qui ne nous concerne pas ici, les experts travaillent sur des concepts de valeur d'utilité, valeur de poursuite d'usage, valeur en remplacement brut ou net, valeur d'apport d'actifs, valeur en vente forcée, valeur à neuf, valeur d'assurance, valeur hypothécaire et juste valeur. Elles font toute partie de ces concepts validés par la charte de l'expertise, qui est notre document de référence et qui a été dernièrement actualisé en 2006. Je ne m'étendrai pas ici sur la mission et les obligations de l'expert, tant elles sont similaires à celles de tous les juristes en général, et que tous les auxiliaires de justice en particulier, relativement à l'expertise judiciaire. Formation, déontologie, prudence et méthodologie en sont les clés. Petite précision importante, à l'endroit des plus cartésiens d'entre nous, une expertise est avant tout un avis. Dans la mesure où elle est motivée par des méthodes de calcul validées et des informations vérifiées, une différence, même importante, entre la valeur et le prix de vente ne constitue absolument pas une erreur de la part de l'expert ou une incompétence de sa part. Il ne s'agit pas non plus d'un chiffre au doigt mouillé, comme ont tendance à le faire certains professionnels de l'immobilier sous appellation estimation immobilière. Les experts ne sont ni comptables ni maçons et pourtant ils travaillent pas moins avec méthode. Maintenant, je vais aborder les questions du contexte réglementaire de l'expertise. Et c'est ce qui va nous permettre de faire un premier parallèle avec nos voisins dans la Caraïbe. Dans notre pratique, nous distinguons les expertises réalisées pour des sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, c'est-à-dire les entreprises dont le patrimoine est surveillé par l'AMF, pour les entreprises d'assurance, pour les sociétés civiles de placement immobilier, connues sous le nom de SCPI, les organismes de placement collectif immobilier, donc OPCI,
et les expertises pour les banques et enfin les expertises judiciaires. Donc là encore, on distingue chaque catégorie, mais c'est surtout la méthode et les procédures imposées par les règlements et la pratique qui encadrent très précisément chaque segment. Juste quelques mots sur l'expertise judiciaire, car c'est certainement dans cette catégorie que les avocats et les magistrats sont les plus souvent en rapport avec des experts. Si nous ne portons ni robe ni mortière, évidemment, l'expert est un auxiliaire de justice reconnu par le NCPC. On ne dit plus vraiment NCPC, on dit nouveau code de procédure civile, mais NCPC c'est bien aussi. Donc ils sont nommés à la libre appréciation du magistrat et ils éclairent sur un point technique de l'affaire à traiter, tout en demeurant très encadrés par une mission qu'ils ont reçue. Accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, ne pas concilier les parties, respecter les délais impartis, respecter les règles du contradictoire, faire preuve de clarté dans ses écrits, accepter que son rapport puisse être critiqué et que son avis ne soit pas suivi par le magistrat, et enfin, ce qui est toujours très délicat, se faire payer sur présentation de justificatifs d'accomplissement de sa mission. En définitive, on retrouve bien entendu des ponts entre les fonctions de conseil et d'expert, sans jamais qu'il y ait de mélange des genres. Car le premier élément qui saute aux yeux, c'est celui qui distingue la fonction d'expert avec l'utilité d'un expert. Le titre entre guillemets est accordé et donc repris par le juge selon la présentation des parties qui est faite dans chaque affaire, et cela sur la base des crédits de chaque expert présenté aux magistrats des tribunaux de common law. Donc là on parle spécifiquement des tribunaux de common law. Ces experts, selon leur spécialité, sont issus principalement des cabinets conseils quand ils ne sont pas directement employés par des firmes. Quelle indépendance et quelle transparence pour ces experts affiliés au cabinet d'avocats? La question reste ouverte, autant que pour les arbitres. Mais avant de me lancer des tomates, je souhaite que nous allions un peu plus loin sur la question du contexte réglementaire dans lequel les différentes traditions latines et saxonnes s'inscrivent. Deux hypothèses d'abord. La première, c'est que s'il n'est pas un couple parfait, le couple justement cadastre uni à conservation des hypothèques est l'un des plus solides du monde de manière comparative. On parle là d'un couple pluriséculaire et en résumé, le système français est quand même très performant. La deuxième hypothèse est que si l'ensemble des pays de la région sont tous dotés de drapeaux, d'hymnes, de parlements, dans les textes comme dans les faits, leur indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne est tout à fait relative. Ce n'est pas très diplomatique de dire ça, je le conçois, mais c'est pourtant vrai. Je ne vais pas non plus parler des problèmes de drapeau de la Martinique, je réserve mon avis à la discussion pendant le cocktail. Pour revenir à mes deux hypothèses, de nombreux pays dans la région, comme Haïti et Sainte-Lucie, doivent faire évoluer leur cadastre pour en faire des outils de référence. Sans vouloir stigmatiser personne, bien sûr, il faut tout de même noter que les infrastructures que nous, en tout cas les juristes franco-européens, considérons comme les piliers de notre pratique professionnelle, ne sont pas forcément aussi performants chez nos voisins. Or justement, les facteurs de la valeur que je vais aborder sont difficiles à apprécier dans leur ensemble quand les questions de sécurisation des droits fonciers, de l'approvisionnement en eau, en électricité ou en données de certaines parcelles sont très discutables. La situation économique, qui serait trop complexe ici de présenter au cas par cas, a conduit à un subtil entrelacement des espaces politiques entre l'AEC, le CARICOM, l'OECO, l'OEA ou le cadre des régions européennes. Selon les pays, chaque marché a ses spécificités. Un facteur reste cependant déterminant de manière universelle et sur tous les autres, c'est celui de la situation. Tant dans le cadre des biens à destination commerciale ou d'habitation, c'est le facteur réel de la valeur le plus important, celui de la situation. De manière transversale, les emplacements premium dans les économies insulaires se classent en 5 types. Les zones urbaines historiques, bien sûr là il s'agit des villes coloniales, des centres historiques de commerce, pendant une période qui ont été, ces centres économiques et de commerce se sont développés pendant une période minimale de 100 ans. Les quartiers résidentiels et de villégiature, bien sûr, dont les contours peuvent évoluer avec les mutations économiques et sociologiques. Le plus souvent, c'est la proximité avec la mer, les plages, les positions dominantes qui constituent des composantes essentielles de ce facteur. Les zones de production, bien sûr, et de transformation ou de commerce active, il s'agit souvent d'espaces situés entre les infrastructures majeures de l'île, ports, aéroports, capitales, etc., et desservis par des axes de communication les plus importants. La proximité des grandes infrastructures, bien sûr, en 4,
donc celle citée plus haut. Et enfin 5, les emplacements présentant une exposition réduite au risque majeur. C'est le cas bien précis que des facteurs longtemps sous-estimés prennent aujourd'hui un caractère prépondérant. Mais dans tous les cas, les caractéristiques du tissu urbain, classique, on parle de la desserte, du site, du voisinage, des équipements et des services collectifs, sont des facteurs essentiels pour la valeur des biens résidentiels comme professionnels. Vous remarquerez que sur le schéma d'exposition au risque des trajectoires de cyclones, ceux-ci évitent soigneusement la Guadeloupe, tandis que la Martinique est systématiquement concernée. On ne dira jamais assez la subtilité et la subjectivité des cartographes. Dans la théorie, sur les facteurs de la valeur, on trouve 4 grandes catégories, suivies d'une liste à la Prévert de sous-catégories qui comprennent 1. Les facteurs physiques de la valeur. Il s'agit bien évidemment du terrain, du relief, de l'orientation et du sous-sol. L'épineuse question des sols pollués, on parlerait surtout d'installations classées à destination industrielle ou à haut risque. Là où justement la question des sols pollués dans les économies insulaires peuvent constituer une préoccupation profonde de la société. Or, cette préoccupation vient affecter tout le marché de l'immobilier. Les équipements, l'encombrement et la charge foncière pour les entreprises, le bâtiment, s'il existe, architecture, fondation, œuvre, couverture et finition, la solidité, la stabilité, les caractéristiques techniques de la vétusté et autres décotes. Nous venons de dresser ici en fait les facteurs physiques et réels de la valeur. Il s'agit de données objectivement mesurables et de cases à cocher en fait dans la pratique. Mais concrètement, contrairement à ce que notre banquier du Crédit Mutuel peut bien penser, il reste encore d'autres champs de la valeur qu'il oublie et qu'il sous-estime. En deuxième partie, les facteurs économiques et sociologiques de la valeur. Les fondements économiques de la valeur, tout particulièrement des biens immobiliers, reposent sur 2 facteurs principaux, l'utilité et la rentabilité. De ces 2 facteurs découlera la méthode qui sera privilégiée donc pour l'expertise. Sans rentrer dans les chapelles de la théorie économique et des rapports qui s'équilibrent naturellement entre l'offre et la demande, la quantité et le prix de biens disponibles, en réalité, les économies insulaires font face à des challenges que les économies continentales, par exemple, ne rencontrent pas. En effet, tant que la technologie ne permettra pas de construire dans les mêmes conditions sur l'eau que sur la terre, la finitude des îles constituera la limite concrète au marché. En dessous d'une certaine masse critique, les territoires sont en effet malheureusement comparables à des prisons. Or, le comportement des acteurs qui en fait est déterminant dans l'évolution d'un marché jusqu'à devenir parfois décorrélé de la réalité locale. On peut prendre l'exemple parlant de l'île de Moustique, dans l'archipel de Saint-Vincent-les-Grenadines. Le PIB par habitant en 2016 était de 11 000 $. Et en 2016, justement, alors que les prix des villas commencent à 12 millions $. Donc on voit bien ici un phénomène de décorrélation entre la réalité économique d'un territoire qui accueille un bien immobilier et sa valeur sur un marché d'échange globalisé. C'est là que je veux effectivement mettre le curseur et marquer la différence entre les économies insulaires et évidemment les économies continentales. Deux phénomènes en sont la cause. Bien sûr, le premier, c'est bien sûr l'attractivité pour les acteurs étrangers qui sont portés par leur puissance économique et qui modifient le marché à un niveau anormalement élevé. Mais il y a aussi la spécialisation de l'île autour de cette économie où utilisateurs, investisseurs et pouvoirs publics trouvent chacun leur vecteur de croissance. Les facteurs juridiques et fiscaux de la valeur maintenant. On parlera ici des facteurs liés à l'urbanisme et à la rigidité de l'ensemble des règles qui en découlent. Sur le plan réglementaire, concernant la planification des sols, les obligations en matière de salubrité, de servitude, de règles d'encadrement des baux. On peut bien sûr y rajouter la sécurité des biens et des personnes en lien avec la stabilité économique. En exemple, on parlera de la stratégie juridique et fiscale des investisseurs dans l'immobilier. Vous avez ici un éventail d'avantages portant sur des charges sociales et fiscales qui sont généralement concédées aux investisseurs. Elles sont très importantes en ce qui concerne l'immobilier d'entreprise, mais également en ce qui peut concerner le patrimoine privé des investisseurs. Et le quatrième facteur, le facteur hédonique, les facteurs hédoniques de la valeur.
Il ne faut surtout pas confondre une approche hédonique de la valeur et un facteur hédonique de la valeur. Le premier consiste à prendre pour hypothèse que les vendeurs comme les acheteurs envisagent d'utiliser un bien donné pour la même destination. Tandis que le deuxième consiste en une espèce de pool, je dirais, d'éléments qui viennent ajouter à la valeur symbolique des trois groupes de facteurs précédents. En bref, c'est le surplus de valeur sentimentale que le vendeur valorise dans son prix. Or, si l'aspect hédonique est souvent sujet à des discussions sur le marché, la valeur est augmentée sur la base de biens réels. La valeur sentimentale d'une maison de famille, la valeur culturelle d'un certain type d'habitat, le surcoût d'une maison ayant appartenu à une personnalité connue, le théâtre de grands événements historiques, etc., sont tout aussi déterminants que les facteurs physiques du bien. Et c'est exactement ce que mon banquier du Crédit Mutuel ne pouvait pas ou ne voulait pas comprendre. En conclusion, ce qui caractérise l'expertise immobilière dans la Caraïbe insulaire par rapport à la théorie, eh bien en fait c'est une question de nuance. Les facteurs de la valeur sont globalement identiques à ceux définis dans la théorie économique de l'immobilier et convergent tous vers des facteurs sociaux globalement partagés, ça c'est certain. C'est pourquoi le talent de l'expert repose sur sa capacité à mesurer avec fiabilité ces toutes petites nuances. Et c'est exactement dans cette dynamique nuancée que s'inscrit le cabinet Signature. Nous travaillons au cas par cas. Il ne faut donc pas confondre notre approche avec celle d'autres agents qui, eux, se reposent plus sur des avis de valeur. C'est donc la fin de ma présentation. Merci, chers confrères et chères consoeurs, de votre attention. Le cabinet Signature vous remercie de votre confiance. À bientôt.